Bonjour, bonjour, bonjour. May I come in? And suddenly, I realized that all of this has got something to do with a girl named Marla Singer. It's cancer, right? I got this drug from the thrift store for $1. Love me, you hate me. You show me a sensitive side, then you turn into a total asshole. I really like you, Marla. You do? You're the worst thing that ever happened to me. People are always asking me if I know Tyler Durden. Not off. I wake up in strange places. I have no idea how I got there. Without pain, without sacrifice, I would have nothing. This is chemical. I'm not a scar. What are you doing? Stay with the pain. Don't set the pain. You hear this? Have a good day. Bonjour, c'est Tata Shelfa, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de contrôle mental, notamment de contrôle mental des masses. Donc avant de passer au chapitre de la télévision, je vais vous lire le contrôle mental du simple au complexe. L'influence interindividuelle ou l'influence sociale fascine et effraie. Les terribles faits divers qui lui sont attribués, suicides collectifs, crimes, rituels, ainsi que de troublantes études scientifiques, travaux sur l'hypnose, études expérimentales sur le conformisme ou soumission à l'autorité, nous affirment l'existence d'une force quasiment irréversible et qui pourrait nous pousser à faire ou à penser des choses que nous ne voudrions pas. Une force qui pourrait même nous conduire à notre perte. Il y a avec l'influence l'idée d'une intrusion, d'un véritable viol de la conscience, de la volonté, qui semble pouvoir passer sous le contrôle ou la volonté d'un autre. Ce n'est plus soi qui veut ou qui agit, c'est la volonté d'un autre qui est entrée en soi, et c'est un autre qui agit à travers soi. Sentiment de possession. Stéphane Lorenz, les dangers de la manipulation mentale. Il existe différents types de contrôle mental. Il y a le contrôle mental à grande échelle, celui des masses, et le contrôle individuel qui se focalise sur un seul sujet. Il peut être direct et violent ou bien direct et non violent. On parle alors de guerre silencieuse ou invisible. Dans le contrôle mental de masse, les individus conservent globalement leur libre arbitre, tandis que le contrôle mental individuel, le plus complexe, va totalement le supprimer. Grâce à la biologie, à la neurologie et à la psychologie appliquée, les sorciers contrôleurs sont parvenus à une connaissance avancée de l'être humain, à la fois biologiquement et psychologiquement. Ce système en est arrivé à connaître l'humain mieux que celui-ci ne se connaît lui-même, ce qui signifie qu'il détient un grand pouvoir de contrôle sur les individus, car le moyen le plus efficace de conquérir un homme est de capturer son esprit. Contrôlez l'esprit d'un homme et vous contrôlerez son corps. Tous les hommes n'ont pas les mêmes pensées, mais tous pensent avec le même mécanisme, le cerveau. Le contrôle mental de masse ou individuel peut aussi être qualifié de contrôle mental dur ou doux, direct ou indirect, actif ou passif. Le lavage de cerveau de type militaire est la méthode active et directe, tandis que le lavage de cerveau de type télévisuel est la méthode passive et indirecte. Certainement la plus efficace, en raison du fait que les victimes sont inconscientes de ce qui leur arrive et continuent inlassablement et volontairement leur lavage de cerveau.
Le contrôle mental des masses. Ce ne sont pas seulement les victimes de MKUltra, programme américain sur le contrôle mental individuel, qui sont programmés, mais le monde entier, soumis à une forme de contrôle mental. Nous avons par exemple été programmés pour croire que nos dirigeants politiques sont des hommes d'honneur et de loyauté, avec une grande respectabilité en raison du statut social qu'ils détiennent, alors que nos élites gouvernantes actuelles ne sont que des corrompus, des psychopathes, violeurs d'enfants et des cocaïnomanes, des individus qui baignent dans l'occultisme le plus noir. La mort d'un enfant ou l'utilisation d'un esclave humain réduit à l'état de robot ne leur fait ni chaud ni froid. Cette déclaration volontairement affirmative et provocatrice vous choque-t-elle ? Cela effrite-t-il votre paradigme ? Peut-être allez-vous refermer ce livre pour protéger l'image que vous faites du monde dans lequel vous vivez. Cela serait une réaction défensive tout à fait naturelle. La préservation instinctive de votre paradigme. La désormais célèbre parabole de la matrice, dans laquelle nous sommes plongés et on ne peut plus exact. Les gens sont branchés en permanence sur un courant, les maintenant dans un rêve éveillé, sécurisant et infantilisant. Le fonctionnement de notre cerveau, de notre mental, de nos émotions et même de notre monde spirituel est parfaitement connu par les architectes du contrôle qui n'ont qu'à appuyer sur tel ou tel bouton pour déclencher telle ou telle réaction. Un principe important de contrôle mental est la distraction. La distraction permet de focaliser la conscience sur un ou plusieurs des 5 sens, vue, toucher, ouïe, odorat, goût, dans le but de programmer en parallèle le subconscient. Ce principe s'applique autant dans les tours de magie que dans la propagande étatique, le marketing et la publicité. Le second principe de contrôle mental qui accompagne le premier, c'est la répétition. La combinaison de la distraction et de la répétition est d'une grande efficacité pour programmer le subconscient humain. La télévision, la radio, les cirques divers et variés, divertissements et variétés sont tous dirigés vers notre subconscient. L'art de la propagande consiste à s'adresser directement à votre subconscient. Et cet art est aujourd'hui devenu une véritable science appliquée à grande échelle. L'humain a besoin de divertissement. En effet, mais nous constatons aujourd'hui que ce qui nous est proposé à longueur de temps à la télé, avec la télé-réalité par exemple, relève plus d'un sabotage des consciences que d'une innocente partie de belote. Les hommes se soumettent au contrôle mental parce qu'ils naissent dedans. La science de l'ingénierie sociale, l'analyse de l'automisation d'une société qui travaille sur le contrôle des masses, met en place la manipulation, la domination et l'oppression d'une manière progressive afin que les gens ne puissent jamais être en mesure de le voir venir. C'est la célèbre allégorie de la grenouille dans une marmite d'eau qui chauffe. Si l'on plonge une grenouille dans de l'eau très chaude, elle va très vite réagir pour s'en échapper, alors que si on la plonge dans de l'eau froide et qu'on chauffe progressivement cette eau jusqu'à ébullition, la grenouille va s'habituer à la température, elle va s'engourdir et n'aura plus la force de se sauver. Elle va finir par être ébouillantée. Ceci est une bonne illustration du phénomène d'accoutumance qui conduit à ne pas réagir à une situation grave, et notre société moderne est totalement engourdie dans cette matrice dont le point d'ébullition ne semble plus très loin. La télévision. La bêtise médiatique n'est pas un épiphénomène. Elle conduit une guerre d'anéantissement contre la culture. Il y a beaucoup de combats à mener, mais si l'industrie médiatique gagne sa guerre contre l'esprit, tous seront perdus. Pierre Jourde. Une des sources plongeant les masses dans cette matrice se trouve directement dans votre salon. Il s'agit de la télévision qui a remplacé la cheminée comme le cœur du foyer. Cet appareil est un outil de contrôle mental de premier ordre, peut-être même le plus important en matière de contrôle global. Imaginez quelques minutes une société sans télévision. Inutile de dire que les consciences auraient un tout autre mode de fonctionnement. Les envies et les besoins n'auraient rien à voir avec ceux d'aujourd'hui. Imaginez une société sans l'infantilisation, la bêtisation, les polémiques, la division, la peur, le conditionnement publicitaire, la déculturation, l'uniformisation et le conformisme que diffuse à longueur de temps
cet appareil. Imaginez le temps de cerveau disponible, terme employé par Patrick Lelay, PDG de TF1, qui pourrait être mis à disposition pour d'autres activités familiales, sociales, créatives, réellement éducatives et pédagogiques, sachant qu'en moyenne 75% de notre temps libre, par l'INSEE, est accaparé par les programmes de télévision. Aucun appareil ménager n'avait réussi à s'introduire dans les foyers aussi rapidement et aussi massivement. La famille organise son mobilier autour du poste de télévision. Les heures de repas et de coucher s'organisent selon la grille de programme et vice-versa. Elle est en quelque sorte devenue la maîtresse de maison programmant le planning familial et les esprits des membres les plus assidus de cette grille. Nous avons affaire là à une véritable technologie de contrôle mental, la télévision, et à un puissant effet hypnotique. Dans Vie et Santé, en 1992, Liliane Lursa écrit « Enfants et adultes subissent une véritable fascination par l'image et la parole. Lorsque le téléspectateur est devant le poste, il ne peut plus s'en détacher. Ce comportement est particulièrement impressionnant chez l'enfant, puisque la télévision est la seule chose capable d'immobiliser un petit enfant, généralement très actif dans d'autres circonstances. » En 1997, le philosophe Jean-Jacques Winenberg a écrit dans un télérama « Premier agent de mondialisation des mœurs, la télévision suscite un ensemble quasi rituel de comportements uniformes, quels que soient les environnements et les messages visuels. Disposition du mobilier, assemblée de spectateurs et spectatrices orientés vers la source lumineuse, horaires contraints par un spectacle généralement programmé à heure fixe, etc. » Plusieurs études ont été menées sur les effets de la télévision sur le cerveau. Le constat global est que l'appareil affaiblit la capacité d'attention et de capacité critique. La télévision engendre un état d'hypnose sous couvert de relaxation. Le passe-temps le plus populaire du monde entraîne une forme d'addiction dont les critères sont dépenser une grande part de son temps à utiliser la substance, l'utiliser plus souvent qu'on ne le voudrait, penser à réduire son usage ou faire des efforts répétés mais infructueux pour le réduire, laisser tomber d'importantes activités. Laisser tomber d'importantes activités sociales, familiales ou professionnelles pour l'utiliser et manifester des symptômes de sevrage quand on cesse d'y avoir recours. Tous ces critères peuvent être appliqués aux grands consommateurs de télévision. En 1986, Byron Reeves de l'université de Stanford, Esther Thorson de l'université du Missouri et leurs collègues commencèrent à étudier si les traits formels des contenus télévisuels, c'est-à-dire les coupures, montage, zoom, panoramique, bruit soudain, etc., activaient une réponse d'orientation chez l'individu et par conséquent garder son attention centrée sur l'écran. La réponse d'orientation est la mobilisation de l'attention consécutive à un changement dans l'environnement du sujet. Elle est accompagnée d'un ensemble complexe de modifications au niveau sensorial, somatique et autonome qui ont pour but de préparer le sujet à réagir à un éventuel imprévu. En regardant comment les ondes du cerveau étaient affectées par les traits formels télévisuels, les chercheurs ont conclu que les montages vidéo pouvaient effectivement déclencher des réponses involontaires chez l'individu. C'est la forme et non le contenu qui rend la télévision unique. Cette réponse d'orientation peut en partie expliquer des remarques telles que « si une télévision est allumée, je ne peux pas m'empêcher de la regarder ou je me sens hypnotisé quand je regarde la télévision ». Les réalisateurs de programmes éducatifs à l'usage des enfants ont trouvé que ces traits formels pouvaient favoriser l'apprentissage, mais que l'augmentation du nombre des coupures et de plans finit par surcharger le cerveau. Les clips et les publicités qui utilisent les coupures rapides avec des scènes sans lien entre elles sont conçus pour capter l'attention du téléspectateur
plus que pour délivrer de l'information. Les gens peuvent se rappeler le nom du produit ou le nom de la marque, mais les détails de la publicité sont rentrés par une oreille puis ressortis par l'autre. Ou devrions-nous dire rentrés par un œil et ressortis par l'autre. C'est la conséquence d'une réponse d'orientation surchargée. En 1964, le philosophe Marshall McLuhan a publié Pour comprendre les médias, un livre où il explique que la télévision est l'outil privilégié des publicitaires parce qu'elle est capable de faire tomber le sentiment d'extériorité avec des scènes regardées, tout comme si elles étaient une extension du cerveau. Ce phénomène est confirmé par une expérience menée par Marshall et son fils Eric McLuhan, reproduite 20 ans plus tard à l'Université de Toronto par son fils dans le documentaire Le Tube de Peter Hentel. Je ne sais pas comment on dit. L'expérience consiste à démontrer qu'un film regardé à la télévision ou au cinéma ne sera plus du tout perçu de la même manière. Dans cette expérience, 2 groupes d'individus regardent le même film, de chaque côté d'un écran suspendu, l'un recevant la lumière réfléchie sur l'écran, similaire au cinéma, l'autre de l'autre côté de l'écran reçoit la lumière émanant directement de la source, similaire à la télévision. Ensuite, il est demandé à chaque participant des 2 groupes d'écrire une page de commentaires sur leurs impressions et ce qui leur a semblé significatif lors de cette projection. L'expérience démontre que la lumière réfléchie et la lumière directe n'ont pas les mêmes effets sur le corps et l'esprit. Dans le groupe lumière réfléchie, cinéma, les personnes avaient conscience de quelque chose d'extérieur à eux et ils étaient relativement objectifs quant au contenu du film. En revanche, dans le groupe lumière directe, télévision, les personnes ont plutôt parlé d'elles-mêmes, de leurs sentiments et de leurs pensées. Leurs commentaires étaient beaucoup plus subjectifs que ceux de l'autre groupe. Devant une lumière directe comme celle de la télévision, le spectateur est ni plus ni moins l'écran sur lequel est projetée la lumière et il vit le contenu des programmes avec une imprégnation émotionnelle beaucoup plus forte, avec une perte du sentiment d'extériorité des scènes regardées. Il n'y a plus aucune distance. Vous êtes l'écran et la projection de l'image s'imprime sur vous comme un tatouage. Cette lumière directe donne aux images télévisées le pouvoir d'envahir l'esprit comme dans un rêve en neutralisant l'esprit critique. Comme démontré dans l'expérience précédente sur la réponse d'orientation, c'est davantage le média, l'outil, que le contenu qui agit sur le cerveau. Le neurologue américain Thomas Mulholland a démontré grâce à un électroencéphalogramme, EEG, que la télévision crée un état de profonde détente, voire même de somnolence chez le sujet. Il a constaté que l'EEG affichait des ondes cérébrales de type alpha lorsque le sujet regarde la télé. Ce type d'ondes cérébrales sont celles que l'on observe lorsque l'humain est inactif. Moins le cerveau travaille, plus il produit d'ondes alpha. Cette détente hypnotique explique en grande partie l'addiction que provoque la télévision, particulièrement après une journée de travail. La détente hypnotique favorise donc efficacement l'imprégnation des contenus publicitaires et autres messages de propagande. La télévision, grâce à cet effet hypnotique et son rôle de divertissement, permet de maintenir le citoyen dans une distraction illusoire et de se détacher ainsi des enjeux réels afin de mieux le gouverner. Frédéric Emery, l'un des plus brillants chercheurs des sciences sociales de sa génération et membre de l'Institut Tavistock, a déclaré « La télévision peut être conceptualisée comme l'analogue technologique de l'hypnose ». Ce qu'a déclaré Herbert Krugman à propos de la télévision est également très intéressant. Krugman est un ancien directeur d'agence publicitaire. Lorsqu'il était consultant pour le Bureau de la recherche dans le secteur du renseignement au département d'État américain, ses travaux portaient alors sur l'infiltration du communisme dans la société américaine, ainsi que sur le lavage du cerveau pendant la guerre de Corée et la résistance à la propagande. Dans le documentaire Le Tube, Herbert Krugman affirme que les publicitaires se sont passionnés pour les techniques de lavage de cerveau. Il dit avoir lui-même connu quelques laveurs de cerveau de premier choix qu'il a ensuite recrutés pour ses services.
Il n'hésite pas à comparer la télévision avec certaines techniques employées par les militaires, comme les caissons de prévention sensorielle, également utilisées dans le projet MKUltra. Selon lui, de telles techniques s'appuient sur une phase de désensorialisation, très semblable à l'état mental causé par la télé. L'image télévisuelle est un effet pauvre en données sensorielles, conduisant à faire perdre au téléspectateur la sensation de son corps. Dans le cas du lavage du cerveau individuel, la perte des repères sensoriels par lequel la personne se reconnaît elle-même est la phase préparatoire du changement imposé à son monde mental. Dans le cas de la télé, les images plongent le téléspectateur dans un sommeil éveillé. Son cerveau fonctionne alors en onde alpha, son identité se dissout et la boîte à images lui fournit des rêves programmés à heure fixe pour lui. La télévision est l'outil idéal pour l'application du principe tension et libération. Elle permet de créer des tensions dans un environnement contrôlé, augmentant ainsi le niveau de stress, puis elle fournit une série de possibilités permettant la libération de la tension et du stress. Tant que la victime pensera que les choix proposés sont les seules solutions possibles, même si à première vue elles paraissent inacceptables, elle finira par faire un de ces choix inacceptables. Dans une telle situation, l'homme est conditionné pour répondre à la tension, tel un animal cherchant la soupape de décompression. La clé de la réussite de ce processus de contrôle mental est la gestion équilibrée entre la tension et les choix permettant de soulager cette tension. Tant que ces deux choses sont contrôlées, la victime peut être amenée à choisir et à accepter les choses de plus en plus inacceptables. Il s'agit là d'ingénierie sociale, d'une psychiatrie culturelle, et la télévision est le vecteur essentiel permettant d'infuser dans chaque foyer d'un côté la tension et de l'autre la soupape pour libérer cette tension. La télévision infuse des images créant la tension, puis elle sert sur un plat les solutions. La télévision, avec son mode de semi-réalité, d'illusion et d'évasion, diffusée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est une véritable boîte à programmation mentale. Son rôle véritablement culturel et éducatif reste très secondaire. Anton Szandor Lavey, le fondateur de l'église de Satan et l'auteur de la Bible satanique, a une idée bien précise du rôle de la télévision dans notre société moderne. Il écrit dans son livre The Devil's Notebook: la naissance de la télévision est un événement magique ayant une signification satanique. Ce qui a démarré modestement dans les familles par des petits boîtiers s'est transformé petit à petit en de grandes paraboles et antennes qui dominent l'horizon et qui remplacent les croix au sommet des églises. La télévision ou l'autel satanique est rapidement développé depuis les années 50 à partir d'un petit écran flou jusqu'à un énorme matériel qui recouvre le mur entier. Ce qui a commencé par un divertissement innocent dans la vie quotidienne des familles a fini par remplacer la vraie vie pour des millions de gens. C'est devenu une religion majeure pour les masses. Le clergé de la religion télévisuelle sont les artistes, les présentateurs, en particulier ceux qui propagent l'obscurité par les rayons du tube cathodique. Les présentateurs du réseau sont les hauts prêtres et hautes prêtresses du marché de la consommation. Les présentateurs locaux sont des prêtres de paroisse faisant leur chou gras sur la dernière tragédie locale. Les célébrités, qu'elles soient locales, nationales ou internationales, font toute partie de la hiérarchie de l'église de la toile. Les comédies, des séries dramatiques et les sitcoms sont diffusées nuit et jour, 7 jours sur 7, pour activer et soutenir le mode de vie des paroissiens. Auparavant, seuls les plus fanatiques pratiquaient la dévotion quotidiennement. Avec la stratification sataniste qui s'intensifie, aidée par cette machine diabolique, une de nos tâches est de développer petit à petit un système pour que les gens s'accordent parfaitement avec leur mode de vie télévisuel. Il est également intéressant de noter à propos de la télé que sa pièce centrale, le tube cathodique, a été inventé par un occultiste britannique du nom de William Crookes. Le physicien Crookes est membre de la société secrète Golden Dawn
et président de la Société de recherche psychique. C'est lui qui inspira les recherches d'Oliver Lodge sur l'éther et le monde des esprits. Ce physicien a inventé plusieurs dispositifs dont le but était d'interagir avec de minuscules particules élémentaires telles que les électrons. Crookes, qui était un amateur de spiritisme, croyait que les esprits étaient capables d'interagir avec les particules telles que les électrons et les protons pour les manipuler. Dans son autobiographie, Crookes dit qu'il devait être possible aux esprits d'influencer ces minuscules particules. En travaillant sur cette question, il inventa le tube de Crookes, un dispositif permettant de projeter des électrons en faisceaux. C'était la naissance des rayons cathodiques. La version du tube cathodique de Crookes allait devenir l'élément fondamental pour le développement de la télévision inventée 40 ans plus tard par l'Écossais John Logie Baird. La télévision, une invention qui allait en fin de compte soumettre et hypnotiser le monde entier, fut inspirée en partie par des recherches sur le monde des esprits. Les amis, je ferai une partie 2 demain, parce que là, je ne sais pas à quelle heure il est 2h, il est 3h bientôt du matin. J'en suis déjà à plus de 27 minutes de vidéo. Donc je vais vous souhaiter une bonne nuit, une bonne journée pour ceux qui regarderont en replay. Et je ferai la prochaine partie demain, ou si c'est pas possible demain, un autre jour. Et on abordera toujours dans le thème de la programmation des masses et la télévision, le subliminal. Donc tous les messages subliminaux. Bonne nuit, faites de beaux rêves.